Alors, Mathieu Kahn. Monsieur le maire, c'est un sujet compliqué. Et c'est un sujet compliqué, et c'est un sujet qui a aussi été rendu, disons-le peut-être au départ, encore plus compliqué par des choix politiques peu courageux. Il y a eu sur cette question du rythme des allers-retours incessants depuis des années, on a fait, on a défait, et nous avons un gouvernement qui, à peine arrivé, a choisi de défaire ce qui venait d'être fait sans forcément l'assumer, puisque je rappelle que la loi aujourd'hui reste à 4 jours et demi, 9 demi-journées, et que les 4 jours, c'est l'exception. Et donc je pense que nous pouvons déjà faire un premier constat. Si tout ça donne une impression de désordre, c'est parce que parfois, en même temps, ça ne fonctionne pas. Premier point. Deuxième point, l'isolement présumé de Strasbourg. Moi, je ne partage pas cette idée que Strasbourg serait aujourd'hui isolé, sauf à ce que notre périmètre de vision ne soit que le Bas-Rhin et l'Alsace, et je sais bien qu'aujourd'hui c'est la lorgnette d'un certain nombre d'élus locaux, mais quand je regarde autour, et vous donniez des noms, je vais en donner d'autres, Toulouse, Paris, Nantes, Rennes, Brest, Dijon, Metz, Clermont-Ferrand, Grenoble, je pense que ces villes ont peut-être plus à voir avec nous en termes d'enjeux, en termes de taille, en termes de perspective, qu'un certain nombre d'autres villes pour qui j'ai beaucoup de respect, mais qui, du fait de leur taille, n'ont peut-être pas les mêmes problématiques que celles que nous avons. Et si on dézoomait encore un petit peu, regardons les pays de l'OCDE, la France fait figure d'exception. La plupart des pays de l'OCDE, aujourd'hui, organisent bien les choses sur 5 jours, et notamment 5 matinées. Parce que, quel est l'enjeu? Tout le monde s'accorde aujourd'hui à dire que les apprentissages se font mieux le matin. Donc, revenir en arrière, c'est perdre une matinée, c'est donc perdre un temps efficace d'apprentissage. Commençons peut-être par ce point-là. Et on peut entendre les réflexions des uns, des autres, en fonction de l'organisation personnelle et autres, mais quand on veut mettre au-dessus l'intérêt de l'enfant, essayons de voir d'abord quels sont les temps efficaces d'apprentissage. Qu'ensuite, il nous faille réfléchir à un certain nombre de questions. Et il y en a une que je voudrais écarter un tout petit peu, parce que quand j'entends dire que ça oblige les enfants à se lever 5 jours par semaine, mais sauf à ce que je vive dans un monde un petit peu particulier, moi je connais plein d'enfants qui, même quand on était à la semaine de 4 jours, se levaient 5 jours par semaine. Ce sont ceux dont les parents travaillent. Et donc, sauf à dire que le mercredi matin revient à laisser les femmes à la maison pour s'occuper des enfants, je crois que c'est un argument qu'il faut un tout petit peu écarter. Il y a aussi là-dessus un enjeu d'égalité profond entre les hommes et les femmes, parce qu'on sait bien qu'au final, ce sont les femmes qui finiront par rester à la maison, par prendre des temps partiels ou par arrêter de travailler. Cela ne doit pas nous empêcher de travailler sur la question de la fatigue. Et j'entends cela, notamment pour les maternelles. Et je crois que Françoise a apporté un certain nombre de réponses. Mais si nous pensons que là est le sujet, lançons un plan sommeil, lançons une réflexion, lançons un plan sommeil pour travailler sur les heures de coucher des enfants, sur la question de l'exposition aux écrans. C'est là aussi que se joue la fatigue des petits et de nos enfants. On sait très bien qu'un rythme régulier est nécessaire. On sait très bien qu'on a aujourd'hui des enfants qui sont surexposés aux écrans et qui ne se couchent pas à des horaires réguliers. Donc lançons là-dessus, ensemble, un travail. Et puis, je terminerai par un mauvais procès. Il est important, et Françoise Buffet le disait, qu'on essaye de respecter une cohérence. Mais la question des demi-journées libérées dans des groupes scolaires différents ne se pose pas, parce que les enfants ne sont pas abandonnés, ils ne sont pas mis à la rue. Nous leur proposons des activités éducatives. Et je le redis et je le maintiens, et c'est chez moi une conviction, et je pense que c'est chez nous une conviction très forte. Ces activités périscolaires, ces activités éducatives, elles sont essentielles parce qu'elles viennent aussi lutter contre d'autres inégalités. Elles viennent lutter contre les inégalités d'accès à la culture, au savoir, à l'ouverture au monde. Nous n'avons pas, et les enfants n'ont pas, les mêmes chances selon leurs milieux familiaux. Et c'est aussi notre responsabilité de venir lutter contre ces phénomènes de reproduction, de discrimination. Et donc ces activités, elles bénéficient à ça. Et il faut que nous soyons encore plus forts en matière pédagogique, parce que les enfants des couches les plus favorisées de la population, qui ont déjà accès à tout ça par leurs parents, participent à ces activités, parce que leurs parents y voient bien la nécessité. Et donc c'est aussi envers les plus défavorisés qu'il faut que nous ayons cet effort pédagogique pour leur expliquer en quoi c'est utile pour leurs enfants et en quoi
le temps d'apprentissage, le temps de développement, le temps d'émancipation n'est pas que du temps scolaire et que ce temps-là est utile aussi aux apprentissages. Et puis je terminerai en disant que oui, tout ça suppose des moyens et je crois que si nous voulons aller sur une réforme ambitieuse telle que celle qu'il est présentée, il faut aussi que nous nous donnions les moyens de la mettre en œuvre, sans forcément avoir les yeux rivés sur le pacte financier et en ayant les moyens de pouvoir développer des activités de qualité, de mieux articuler les temps, de penser aussi l'occupation, parce qu'il y a derrière toute une série de problématiques pratiques. Donc je sais que ce débat est compliqué, mais je pense qu'il mérite mieux qu'entre nous de simples postures politiciennes.